Donc, Daniel Arsenault de J.D. Irving va nous présenter l'utilisation du lidar en industrie forestière au Nouveau-Brunswick. Daniel est chez J.D. Irving, donc il est dans la section de Precision Forestry. Il a un diplôme gradué de l'Université de Moncton de 2001 et il travaille depuis plus de 5 ans comme programmeur en GIS pour l'industrie forestière et pour les dernières 5 ans a travaillé avec les données lidar. Et c'est un enthousiaste, je pense, de l'utilisation de la technologie dans les contextes opérationnels en foresterie pour améliorer la productivité et la planification de différentes opérations. Donc, Daniel, la présentation n'est pas encore ici. Je voudrais remercier les gens qui m'ont invité à présenter puis à vous partager les choses qu'on fait dans les maritimes avec les données LiDAR. On peut vite voir qu'il y a comme un gros engouement dans votre belle province du Québec pour utiliser des données LiDAR. Puis c'est pour nous chez J.D. Irving en tant qu'industrie, la phrase typique qu'on dit pour nous autres, ça a été un game changer. Ça l'a changé pratiquement toutes les facettes de planification qu'on avait au niveau de la foresterie. Je dirais depuis 2011, on a vraiment intégré les données lidar dans presque tous nos processus qu'on a dans la compagnie. Ça fait que, principalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de vous montrer toutes les facettes de l'entreprise que on utilise LiDAR et à plusieurs niveaux. C'est qu'au niveau stratégique, qu'est-ce qu'on fait avec des données LiDAR, au niveau annuel, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'au niveau des quadrats de coupe, quel bénéfice que LiDAR peut nous apporter pour nos opérations. Pour ceux qui connaissent pas J.D. Irving, on est une compagnie qui est beaucoup intégrée, puis on est présent aux États-Unis, dans l'État du Maine. On est un des plus gros partenaires de terres forestières au Maine. Puis au Nouveau-Brunswick, on est beaucoup présent aussi, puis en Nouvelle-Écosse aussi. Globalement, ça représente près de 2,5 millions d'hectares qui sont sous notre gestion. À peu près la moitié de ça, c'est des terrains privés qui appartiennent à la compagnie. Le restant, c'est soit des terres de la couronne, des terres provinciales qu'on fait la gestion forestière pour ces secteurs-là. Un petit peu différent au Québec, mais je pense qu'il y a un peu les mêmes principes ici. Puis on a près d'1 milliard d'arbres de plantés depuis 1957. Ça fait qu'on a fait beaucoup de sylviculture intensive depuis des décennies qu'on fait ça. Notre historique avec les données lidar qu'on a chez J.D. Irving, moi j'étais planificateur forestier, comme certains peut-être qu'il y en a dans la salle. Je m'occupais de l'approvisionnement, les plans d'opération de coupe. En 2011, ils m'ont donné une petite parcelle avec du LiDAR. Ils ont dit, tiens Daniel, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est un petit peu là que l'aventure a parti pour nous autres chez Irving. Puis on a vite réalisé qu'il y avait énormément de bénéfices pour notre entreprise avec ça. Ça fait qu'en 2011, on avait une parcelle de terre privée. On avait une parcelle de terre privée pas loin de Saint-Léonard, à Edmundston, au nord du Nouveau-Brunswick, jusqu'on a fait la moitié de l'acquisition de ce terrain-là, à peu près 100 000 hectares. Puis on a fait un partenariat avec la province du Nouveau-Brunswick, Service canadien des forêts, des vendeurs, des suppliers de données lidar aussi dans les maritimes. Puis on s'est vraiment fait un partenariat, puis on a essayé de figurer c'est quoi les questions qu'on voudrait répondre avec les données LiDAR, si on était capable de les répondre. Ça fait que là, 1 année a passé, 2 années, on a appris à se servir un peu de ça dans nos opérations sous différentes facettes, des produits de base ou des débuts d'inventaire forestier, on a commencé avec ça.
Puis 2013-2014, c'est vraiment là que ça a commencé pour nous autres, puisqu'on on a embarqué sur le projet pan-canadien Aware, que probablement une grosse partie de vous autres sont au courant. Gros de partenariat avec beaucoup d'universités, beaucoup d'industries privées, puis avec des grandes questions, qu'on essaie de répondre. Là-dedans, il y a l'identification des essences, en est une, que je sais que Benoît Saint-Onge travaille avec son équipe. Il y a plein de gens, plein de chercheurs qui travaillent là-dedans. Ça fait que J.D. Irving a une partie dans ce projet-là, on avait des questions, puis on fait partie de ce gros projet-là. 2015, la province du Nouveau-Brunswick, le ministère des Forêts, ils ont vraiment vu un avantage, un peu comme que vous le voyez présentement au Québec, de faire une acquisition wall-to-wall de la province. Ça fait qu'ils ont commencé ça 1 an, 2 ans passés, puis c'est un peu similaire à ce qu'ils ont présenté ce matin pour la province du Nouveau-Brunswick. On est déjà à notre 2e, 3e année de ces volets-là. Puis je dirais que cette année, c'est un peu comme un cornerstone pour nous autres, Irving, puisqu'on a vraiment intégré ça partout dans nos processus. Fait que ça a remplacé complètement notre base de business, tous nos inventaires forestiers. On est rendu à une nouvelle version d'inventaire qu'on avait pas avant. Suite à ça, on a vu les avantages qu'on avait avec ça. La compagnie s'est commise à avoir du LiDAR pour toutes nos terres forestières. Pour nous autres, ça représentait environ 2,5 millions d'hectares. Ça fait que c'est quand même énorme, comme c'est des gros investissements, mais J.D. Irving a vu l'avantage puis les retours sur bénéfices qu'on pouvait faire avec du LiDAR. Ça fait que on n'a pas attendu que ça se fasse, nous autres, on l'a vraiment fait par nous autres mêmes avec des partenariats aussi. Puis la province a embarqué aussi avec nous autres là-dedans. Dans le Maine, c'était la même affaire aussi. On a fait des regroupements avec des partenaires là-bas aussi, puis on a le même genre de programme qui se passe présentement même aussi dans l'État du Maine. Ça fait qu'on a commencé au début, on a plusieurs sortes de données. On a parlé un petit peu des paramètres ce matin. Nous autres, on a du 6 points à l'hectare, on a du 1 point à l'hectare, il y a certaines régions où on avait juste l'inventaire forestier, il y a certaines parties où on avait juste des produits primaires de base, comme les reliefs de ombragés et tout ce que ça amène. Puis on voulait vraiment avoir une diversité. Certaines parties où on a pris 6 points par mètre carré, on voulait faire certain on voulait pas diluer la précision de nos données puis passer à côté de certaines choses. Ça fait que il y a certaines théories plus qu'on a de points, meilleure chance qu'on pourrait avoir avec l'identification de nos essences puis la classification individuelle des tiges. Ça fait qu'on a du 6, on a du 1, on expérimente à plusieurs niveaux avec ça. Mais règle générale pour l'inventaire, de l'expérience qu'on a appris, même le 1 point à l'hectare avec les feuilles, quand on fait l'acquisition, on est capable d'avoir la même genre de précision de données volumétriques de 1 à 6. Mais l'essence, on va le voir au plus à mesure qu'on avance, mais on va le savoir entre les deux. Fait que ça vous montre un peu un footprint de ce qu'est les données LiDAR qu'on a. 3 gros volets, ce qu'on utilise à travers notre compagnie. Il y a le volet stratégique, puisque c'est plus des questions à 10 000 pieds qu'on peut se poser. Au niveau de plan d'aménagement, l'acquisition de machinerie forestière, les allocations annuelles de coupe, c'est toutes des questions qu'on se pose, puisqu'on utilise LiDAR à certaines facettes pour répondre à certaines de ces questions-là. Au niveau annuel, c'est plus, quand j'appelle le volet planification, puisque c'est plus de la planification par saison. Fait il y a certaines manières qu'on utilise LiDAR pour nous aider avec ça. Puis on a vraiment le volet d'opération qui est sur des sites de coupe spécifiques, puisqu'on utilise LiDAR d'une autre façon pour répondre à certaines questions. Fait que pour le volet stratégique, quand je parle stratégique, je parle plus au niveau de l'inventaire. Les analyses de ressources, des questions qu'on peut se poser sur l'approvisionnement, puis les plans d'aménagement. Première application stratégique qu'on fait, dans le passé, on faisait référence à des placettes d'échantillons permanents pour mesurer nos courbes de croissance pour nos strates. Aujourd'hui, chaque 20 mètres par 20 mètres, on a le volume. On l'a vu à certaines personnes ce matin. Puis c'est comme si on aurait des placettes permanentes à toutes les 20 mètres sur notre terrain aujourd'hui. Ça fait que on n'a plus nécessairement des strates, on a vraiment des volumes à chaque
chaque unité forestière qu'on a, on a un volume quand même assez précis. Ça fait que au lieu d'être des moyennes de strates, on a vraiment chaque petite parcelle de terrain. Ça fait que ça nous donne un peu un snapshot de notre volume sur pied en temps réel, sans avoir à aller dans des gros systèmes de modélisation, puis comment de bois que j'ai pour certaines parties, ben là, on va regarder la courbe d'accroissement, on va projeter ça dans le temps. Ça fait que là, quand même assez rapidement, au bout de nos doigts, on a le volume sur pied présentement sur notre terrain. L'autre chose qu'on a pu faire avec ça, c'est qu'on a pu valider vraiment sur le terrain chaque strate. Ça fait que là, on avait peut-être des centaines de sortes de strates. On pouvait regarder partout sur le terrain. OK, ben toutes les strates qu'on avait de cette sorte-là, comment est-ce qu'ils se comparaient par rapport à nos courbes de croissance qu'on avait. Ça fait qu'on pouvait voir si on était rond ou qu'on était en dessous ou en dessous. L'autre facette qu'on utilise à niveau stratégique, c'est plus pour évaluer la diète de notre ressource forestière. On sait comment de bois qu'on a à cette heure. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est quelle sorte de bois qu'on a, puis quelle sorte d'équipement que ça nous prend pour récolter notre bois de manière la plus efficace possible. Ça fait qu'aujourd'hui, on sait que autant comme que la géomatique et la planification avancent, les machineries forestières, à chaque année, il y a des nouvelles machines plus performantes, plus spécialisées. Dans certains types de bois, ils sont plus performantes. Fait qu'aujourd'hui, on peut se reposer la question à un niveau stratégique. Est-ce qu'on a vraiment la bonne sorte d'équipement pour bûcher la ressource de bois qu'on a? Fait qu'on peut déjà commencer à répondre à ces questions-là. Fait qu'on peut regarder l'ensemble d'un territoire, puis de dire, OK, ben, mettons qu'on a tant d'abatteuses groupeuses, ben, peut-être qu'on devrait aller avec des systèmes de bois courts, même on y va jusqu'aux têtes spécifiques. On y va quasiment jusqu'au centimètre près. On sait que on a tant de mètres cubes de bois qui va venir dans les prochaines années, puis on a besoin de tel type de tête, puis on peut cartographier ça à des échelles assez précis. On voit juste un exemple de grosseur du bois au DHP. C'est juste l'exemple d'un manufacturier qui nous propose 5 sortes de têtes de coupe qui, dans la zone bleue, sont le plus productives. Donc, pour rester compétitif au niveau de l'industrie, nous autres, on essaie toujours d'être le plus productif dans n'importe quelle sorte de bois qu'on a. Ça fait que nous autres, le mandat qu'on se donne, c'est qu'on met toujours la bonne machine à la bonne place pour être le plus productif possible. Si on le met en cartographie, ça peut ressembler à ça. Ça fait que l'exemple qu'on a ici, j'ai séparé 6 classes de grosseur de bois, puis c'est en mètres cubes par tige. Il n'y a pas gros de différence dans les classes qu'il y a là. Ça peut jouer de 2-3 cm au DHP, mais ça fait une énorme différence sur le volume, sur la productivité des machines. Ça fait que on peut prendre notre plan annuel de coupe, on peut l'analyser, on le regarde avec notre LiDAR, on peut dire, OK, ben on a la bonne flotte d'équipement pour le type de ressources qu'on a au niveau annuel ou les prochains 5 ans. Si on prévoit qu'on va avoir une partie de bois qui est beaucoup plus petite le prochain 5 ans dans notre diète, ben on devrait prévoir à s'équiper en conséquence pour être le plus productif et être le plus compétitif en même temps aussi. Une autre utilisation qu'on fait au niveau stratégique, c'est certain que J.D. Irving investissent beaucoup dans leurs moulins, puis on essaye toujours d'avoir accès à le plus de ressources possible. Donc, si on a du bois dans les pentes, on veut aller le chercher. C'est du bois qui est dispendieux, mais c'est du bois qui est disponible. On peut regarder cette facette-là de plusieurs manières. La façon que je l'ai illustré là, j'ai montré toutes les pentes de 30 à 45% avec un code qui est vert. Ça prend une machine un peu spécialisée, peut-être avec qui peut se niveler toute seule, qui a la traction spéciale pour aller un peu plus à pic. OK, comment j'en ai de cette sorte de bois-là sur mon territoire? On est capable de répondre à ces questions-là. Je pousse ça encore un petit peu plus loin. On a des machines avec des systèmes de câbles attachés en dessous des machines. Les autres sont capables d'aller un petit peu plus loin. Ils peuvent aller jusqu'à proche 60% pour récolter du bois. Ça coûte cher, oui,
Mais comment est-ce qu'on en a de cette sorte de bois-là? On peut déjà commencer tout à répondre à ces questions-là, puis à commencer à se faire un peu comme un plan d'affaires, puis à se builder un cas alentour de ça. Ça fait que c'est une des applications stratégiques qu'on fait avec des données de pente. C'est les mêmes données qu'on retrouve, qu'on fait d'autres analyses dessus. D'autres analyses qu'on fait au niveau stratégique, on regarde beaucoup l'approvisionnement à moyen puis à court terme de notre diète de bois aussi. Fait qu'on est capable, à travers nos données, de sortir c'est quoi notre ratio de sciage versus le ratio de pâte. Au Nouveau-Brunswick, on est beaucoup susceptible au changement de marché. Les marchés de pâte sont très volatiles. On est beaucoup sensible à ça. Ça fait que le plus d'informations qu'on peut avoir sur le marchandage de nos tiges puis nos produits, le mieux que c'est pour nous autres, pour nous guider où ce qu'on va aller faire, ce qu'on va aller optimiser notre plan d'opération. Donc, on est capable de commencer à dériver des valeurs en termes de sciage, valeur de sciage, puis de la grosseur de nos billes aussi. On a des moulins qui prennent juste du stud, du bois de colombage. On a des moulins qui ont des diètes avec du bois de 6 pouces C+, des bio. Quelle sorte de diète que mon plan d'opération cette année va me fournir comme produit. On est capable de, quand même à une précision qui est quand même acceptable de ce qu'on avait avant. On peut prédire notre diète de bois un peu de l'année qu'on va pouvoir approvisionner nos moulins. C'est dur à mettre un chiffre là-dessus, qu'est-ce que ça vaut, mais c'est juste certaines choses que nous autres, on voit au niveau stratégique, on a des gains. Une autre chose qui est vraiment, moi je trouve assez spectaculaire, c'est que ça, c'est l'exemple d'une plantation d'épinettes blanches de 1980. Ça fait que cette plantation-là avait 36 ans aujourd'hui. Tout ça, c'était un peuplement dans notre ancien GIS qu'on avait avant. Fait que c'était sur une strate de plantation de 36 ans, je pousse tant de bois par année, c'était tout uniforme, peu importe qu'est-ce que c'était. Il y a juste notre classification de site qu'on avait à côté de ça qui pouvait faire une variante. Mais si je connais l'âge de la plantation aujourd'hui, de 36 ans, puis je peux prendre le volume, je peux prendre la hauteur, je suis capable de reculer dans le temps, puis vraiment mapper ma productivité de mon terrain. Ça revient à ça. Si ma plantation, dans ce cas-là, elle avait 160 mètres cubes à l'hectare, puis je sais qu'elle a 36 ans, mais j'ai poussé 4 mètres cubes par hectare par année, par exemple, pour cette plantation-là. Ça fait qu'on est capable de voir toute la variation de productivité à l'intérieur même d'une place où ce qu'on a fait un investissement. Ça fait que la partie d'en bas, on voit ici, qui pousse on a des bons terrains au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment des vrais chiffres comme ça. Je sais que ça pousse pas comme ça partout ici, mais il y a des places qu'on se rend jusqu'à 12 mètres cubes par hectare par année. Mais la partie d'en bas, pour nous autres, au niveau d'investissement, elle est beaucoup moins importante. Peut-être que j'aurais pas dû mettre d'épinettes blanches dans ma partie d'en bas. Aujourd'hui, j'ai tout mis de l'épinette blanche partout, mais je vais-tu vraiment avoir un retour sur mon gain? Tu sais, la partie d'en bas, fort probable, je pourrais même pas faire un éclairci commercial dedans, elle répondra même pas. Ça fait qu'on peut déjà commencer à se poser des questions sur la productivité des sites qu'on pouvait pas vraiment faire ça avant. Fait que c'est quand même assez puissant. Hein. Au niveau multi-année, je n'en parlerai pas beaucoup, on en a parlé beaucoup un matin. C'est certain qu'on fait beaucoup d'analyses pour reviser la structure de nos réseaux routiers. Au Nouveau-Brunswick, on a pas mal des chemins un peu partout, même qu'on rebâtit nos vieux chemins à force que ça fait longtemps qu'on les a faits. Fait qu'on se repose beaucoup la question, est-ce qu'on refait notre réseau routier à la base? Fait qu'on peut le regarder plus à un niveau, à une échelle plus grande, puis c'est quand même assez facile pour refaire nos analyses, pour se reposer ces questions-là, si ça vaut vraiment la peine. Au niveau planification, si je rentre plus au niveau annuel, on se situe plus dans le niveau cartographie annuelle puis plan d'opération. Si je regarde le cycle d'un plan d'aménagement dans son intégration. Comme un exemple, c'est qu'on a fait notre plan d'opération. On a décidé où ce qu'on voulait bûcher cette année. Si on fournit plusieurs années à notre plan d'opération, ça commence à être complexe dans plusieurs niveaux. On a nos gestionnaires qui nous demandent est-ce qu'on a optimisé notre plan d'opération, est-ce qu'on était à la bonne place au bon moment, est-ce qu'on
On a optimisé notre transport. Est-ce qu'on a fait les meilleurs traitements qu'on pouvait? Est-ce qu'on a investi notre argent à la bonne place? C'est vraiment beaucoup de contraintes qui j'ai mis l'image d'un cerveau, mais un cerveau humain, il peut pas tout répondre à ça. Certain que le planificateur, il fait le meilleur de ses connaissances, mais quand ses connaissances sont améliorées, il est capable d'optimiser ces plans d'opération-là à un autre niveau après. Ça fait que aujourd'hui, on est capable de répondre à des questions comme c'est quoi le coût de bois qu'on va anticiper. Je peux répondre à ça facilement aujourd'hui. C'est 5 ans passés, c'est un autre paire de manches. Est-ce qu'on fait les investissements dans nos meilleures régions? On fait beaucoup d'éclaircies, nous autres, chez J.D. Irving, d'éclaircies commerciales. On le fait-tu vraiment aux meilleures places qu'on devrait? Est-ce qu'on a le montant de sillage puis des bio qu'on anticipait? Quels équipements qu'on a besoin? Je n'ai parlé un petit peu tantôt aussi. Une autre chose qu'on fait plus au niveau annuel, on a un partenariat avec l'Université du Nouveau-Brunswick. Ils font vraiment, le Forest Watershed Group, ils font vraiment du travail, c'est world class, qu'est-ce qu'ils font. Tout ce qui est cartographie de zones humides, ils ont vraiment des modèles qui sont à la fine pointe que vous devriez vérifier ce que les autres font parce qu'ils le font bien. Puis, qu'est-ce qu'on découle de ça? On est capable, à l'échelle du quadrat, un quadrat de coupe moyen chez nous, c'est à peu près une quinzaine d'hectares. Ça fait que c'est peut-être pas les mêmes superficies de quadrat, mais quand je parle d'un quadrat, c'est une 15-20 hectares pour une unité opérationnelle. Puis, on est capable aujourd'hui d'aller mettre une saison à nos unités opérationnelles. Ça fait que quand on regarde notre plan annuel, on est capable de dire, oups, on a beaucoup trop de bois d'hiver dans nos plans, on devrait rebalancer, on retourne à la table à dessin. Ça fait que c'est des outils on avait des idées, mais c'était vraiment toutes des choses manuelles. Puis aujourd'hui, on est capable de commencer à beaucoup plus automatiser des questions manuelles à travers nos plans d'opération. Puis l'autre grosse chose qu'on veut faire aussi, c'est on veut minimiser l'impact qu'on fait sur nos sols aussi. L'autre question qu'on se pose au niveau annuel, l'autre question qu'on peut répondre aujourd'hui, c'est tout ce qui est la question du marchandage. Tout dépendant quel type de forêt qu'on a, tout dépendant quel type d'équipement, on a plusieurs manières qu'on peut tronçonner notre forêt quand on va faire des opérations. On peut faire du bois en 8 pieds, en 10 pieds, en 12 pieds, on peut faire des copeaux, on peut faire des bio, on peut juste aller chercher le bois mou puis retourner un peu plus tard avec un autre système chercher du bois franc. Il y a toutes des clés de décision qu'on peut faire pour être de façon à être le plus compétitif possible, à mettre la meilleure machine aux bons endroits. On peut voir c'est quoi ce qui est le meilleur produit qui nous offre le meilleur retour. Comment marchander notre quadrat. On peut répondre à ces questions-là. Puis quelle combinaison de traitements que je peux faire qui va me donner mon meilleur bénéfice. Puis nos critères existent. Nous autres, on a une recette pour nos opérations qui sont intégrées. Puis notre recette, nous autres, elle est composée sur la grosseur du bois, puis la composante en bois mou bois franc. Ça fait que peu importe où ce qu'on se situe à l'intérieur de notre quadrat, on va peut-être faire une décision de marchandiser le bois d'une façon différente. Mais on peut faire ça à grande échelle à cette heure. Au niveau de la planification, optimiser nos plans d'opération. C'est quelque chose qu'on a commencé, ça fait peut-être à peu près 3 ans. Je vais expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est, mais depuis qu'on a des données d'inventaire à l'intérieur de chaque parcelle, chez nous c'est 20 mètres par 20 mètres, on a des données dentométriques. On a la grosseur du bois au DHP, on a le volume à l'hectare, on a la couronne verte, on a la hauteur, on a la surface terrière, on a la surface terrière par classe de 2 cm. On a la distribution de ça. On a la densité des tiges marchandes, la densité des tiges non marchandes. Ça fait qu'on a une grosse panoplie d'informations il y en a qui sont plus précises que d'autres, mais à haut niveau, on a des outils qui sont vraiment, on combine ça avec des choses qu'on connaît déjà. La plupart de nos forêts, ils avaient déjà eu une photo-interprétation. On savait avec bon intervalle à confiance quelle essence qu'on avait là, quel stade de développement. Fait qu'on combine des choses qu'on sait avec des métriques, puis on peut répondre à des questions qu'on ne pouvait pas se poser avant. Puis la manière que l'inventaire chez nous est stocké, c'est à portée de main de tous. C'est juste une couche d'information, puis tout
toutes les données sont là pour chaque 20 mètres carrés. C'est quand même assez facile à faire des petites statistiques sur des zones qui sont qui t'intéressent. Je viens de vous montrer un exemple de ce que j'appelle un plan d'opération optimisé. Je vais vous donner l'exemple du cas de la première éclaircie commerciale. Jusque ça commence toujours ça, quand on fait notre modélisation puis qu'on regarde notre possibilité annuelle de coupe, on estime qu'on a tant d'hectares ou tant de mètres cubes qui proviennent de notre éclaircie. C'est certain qu'on veut faire ces traitements-là, qui sont quand même assez dispendieux, à la meilleure place qui vont en bénéficier. Ça fait que la manière que ça fonctionnait avant, c'était tout simplement des requêtes bien banales. Un âge, de tel âge à tel âge, telle essence, OK. Ben, j'ai peut-être 3000 hectares qui sont dans mon disponibilité de faire ce traitement-là. Je veux en faire 1000. C'est où que je fais mes 1000? Hier, on allait voir presque les 3000 hectares puis dire, ben, ça devrait être là qu'on devrait le faire. Je suis pas super certain parce que quand je suis en dessous de ces couverts-là, je vois pas vraiment la hauteur. C'est des régions qui sont plus denses. Puis, ça fait que c'était fait plutôt vite. Ça fait que là, on a combiné du lidar avec des choses qu'on connaît. Puis on est capable d'amener une logique, puis à mettre un poids à certaines valeurs. Certaines essences sont plus importantes que d'autres. Certains volumes, certaines grosseurs de bois. Puis on est capable d'avoir une résolution, de dire, OK, ces régions-là sont beaucoup plus prônes à recevoir un traitement que d'autres régions. Ça fait qu'on peut quasiment faire de la microstratification à l'intérieur de nos traitements. On ne devrait pas dépenser d'argent dans certaines places pour faire de l'éclaircie. Ça montre un exemple. Si on le regarde au niveau du quadrat, tout ce qui est des X, pour une raison ou une autre, il y a un critère que je ne veux pas faire un traitement. Ça fait que c'est quand même assez facile de prendre ces régions-là et les exclure de nos régions à traitement. Au niveau du bloc, ça c'est la meilleure information qu'on avait hier. Aujourd'hui, on prend juste le modèle de terrain, puis on voit tous nos cavés. On peut commencer à voir juste qu'on a des chances potentielles d'avoir des ruisseaux. Si on classifie nos pentes de la même région, de la même manière que certains faisaient, on est capable de voir les limitations des machines. On peut déjà commencer à numériser des choses qu'on fait à l'avance. Si on regarde la hauteur, il y a toute une diversité de manières que tu peux le regarder, puis voir des valeurs à travers de tout ça. Ça fait que des zones que tu veux exclure ou des îlots de rétention. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on a faites à l'avance avant même d'aller sur le terrain. C'est de l'information de plus qu'on avait. Puis on peut prévoir l'extraction des sentiers aussi. Des zones comme ça, on veut se tenir loin de ça. Ça, c'est certain. Les pentes, on a vu le bénéfice, on met ça dans nos machines, des régions qu'on veut éviter. Je vais vite, là, mais des étangs temporaires, des places qui ont de l'eau juste une certaine partie de l'année. C'est des milieux riches en faune. On est capable de les identifier un petit peu d'avance aussi. Fait qu'on va pas dans ces régions-là. Quand j'ai parlé de l'Université de Nouveau-Brunswick, là, ils font un super travail pour les zones humides. On peut cartographier ces zones humides-là. Ça, c'est le genre de choses qu'on veut éviter. Il n'y a pas d'eau évidente, mais à certaines parties de l'année, il y a de l'eau. Ça fait que on a ça comme outil opérationnel au niveau de nos quadrats de coupe. À l'intérieur de nos quadrats, on est capable de stratifier différentes, mettre la bonne machine à la bonne place, puis faire le bon traitement. Ça se résume un petit peu à ça. Les chemins forestiers, j'en parlerai pas beaucoup. On a vu les bénéfices un peu beaucoup un matin, mais on sert de ça pour faire nos chemins forestiers. Un exemple de diamètre de distribution à l'intérieur d'un quadrat de coupe. Ça fait qu'on n'a pas juste un volume, on sait où ce qui est notre volume, quelle grosseur de bois qu'on a aussi. 2-3 slides de reste. Qu'est-ce qu'on a fait un petit peu de nouveau cette année, Irving, c'est qu'on a pris chaque donnée de 20 par 20 mètres, puis on a pris l'information forestière qu'on avait de l'essence, puis on a été chercher la courbe de croissance qui en avait le plus près, rattachée avec ça. On a été capable de dériver des volumes puis des produits pour chacun de nos petits pixels de 20 mètres par 20 mètres. Je
peux pas vous expliquer ça dans 2 minutes, mais on a été capable de prendre notre inventaire qu'on avait, on a rattaché d'autres informations qu'on savait, puis on a matché une courbe de croissance avec chacun de nos petits pixels, puis on a vraiment des produits par essence pour chaque pixel qu'on a dans nos terrains. Ça fait que c'est rendu notre inventaire opérationnel qu'on a. Les enjeux qu'on a, ou les choses qu'on travaille, c'est certain, classification ITC, Benoît Saint-Onge qui a l'air à faire un travail assez formidable là-dessus. Il est dans le projet Aware, on travaille avec ça. On est intéressé à ça aussi. On veut expérimenter différentes méthodes, différents capteurs, du lidar multispectral, peu importe ce que de nouveau on veut expérimenter pour ça. Faire croître le lidar, c'est une autre question qu'on travaille dessus aussi. Comment ça va avoir de l'air dans 10 ans, nos courbes de croissance. Une autre chose qui nous intéresse aussi, c'est la tordeuse. Ça fait que est-ce qu'on est capable de mesurer le stress à nos arbres avec différents capteurs? Ça fait que c'est des questions que nous autres, on se pose. Puis l'implémentation en civiculture. On a parlé un petit peu un matin, mais de l'éclaircie pré-commerciale, tu peux vite faire des analyses où ce que tu vois vite où ce que tu devrais pas dépenser de l'argent. Puis ça, c'est vraiment les partenaires qu'on a, nous autres, dans les maritimes puis au Canada, qu'on contribue vraiment à faire avancer G-Learning à ce niveau-là. Puis la province du Nouveau-Brunswick est vraiment beaucoup embarquée dans ces projets-là. L'Université du Nouveau-Brunswick, Leading Edge, qui est un supplier de LiDAR qu'on a dans les maritimes. Puis Service canadien des forêts aussi. On travaille beaucoup avec nous autres. Puis il y a Forus, qui est une autre compagnie du Nouveau-Brunswick. C'était beaucoup de stock, mais